Chers anciens collègues, chers amis, merci pour votre présence à cette remise du prix Prud'homme à Romain Hugonet. J'interviens aujourd'hui en tant que nouveau secrétaire général de l'association Météo et Climat. J'en profite pour remercier Météo France et les organisateurs des ateliers de modélisation de l'atmosphère, les AMA, qui nous accueillent une nouvelle fois pour cette cérémonie. Exceptionnellement, nous avons dû enregistrer cette cérémonie car Romain est actuellement en postdoc à l'Université de Washington où il poursuit ses recherches. Je souhaite tout d'abord dire quelques mots sur les activités de Météo et Climat. L'association fut fondée en 1852 sous le nom de Société météorologique de France, dans la grande tradition des sociétés savantes. Sa mission est d'une part de diffuser les connaissances scientifiques sur la météorologie, le climat et son évolution et de promouvoir leur développement, et d'autre part de sensibiliser le public, les médias et les acteurs socio-économiques sur les enjeux du changement climatique, de les mobiliser pour y faire face et de valoriser leurs actions les plus innovantes. En s'appuyant sur l'expertise de ses membres, Météo et Climat mène plusieurs types d'activités. La publication de la revue de la météorologie, qui fête cette année ses 100 ans, l'organisation d'une journée scientifique visant une large audience au-delà de la communauté scientifique. Le thème pour 2025 sera Climat et santé. La co-organisation du Forum international sur la météorologie et le climat, permettant aux médias, au grand public et aux entreprises de dialoguer avec les scientifiques dans ces domaines. Les thèmes de cette année sont les villes et le changement climatique pour le colloque professionnel et l'océanographie pour le média workshop. Il y a depuis quelques années, donc c'est très récent, la tournée du climat et de la biodiversité, donc autour d'une exposition sur les liens étroits entre ces deux domaines. Je citerai comme activité également le prix Christian Perrin de Brichambault, qui a pour vocation chaque année de promouvoir et d'encourager l'action culturelle et scientifique des établissements scolaires dans le domaine de la météorologie et du climat. Enfin, il y a le prix Prud'homme qui nous rassemble aujourd'hui. Avant de poursuivre cette cérémonie, j'attire l'attention sur le fait que toutes ces activités ne sont possibles qu'avec le soutien et la participation des adhérents de Météo et Climat, et donc j'invite la communauté scientifique à nous rejoindre, à adhérer à l'association. C'est essentiel dans ces moments très inquiétants où la vérité scientifique semble perdre beaucoup de son importance, non seulement dans la société, mais aussi auprès de beaucoup de ses dirigeants. Revenons au prix Prud'homme et à son édition 2024. Organisé chaque année par Météo et Climat, ce prix a été créé à la mémoire d'André Prud'homme, ingénieur à Météo France, disparu en 1959, donc à l'âge de 39 ans, alors qu'il effectuait des relevés météorologiques sur la base de Dumont-d'Urville en Terre Adélie, en Antarctique. Le prix récompense une thèse de doctorat en météorologie, physique et chimie de l'atmosphère, paléoclimatologie, climatologie, glaciologie et y compris les aspects océanographiques. C'est le seul prix scientifique décerné en France strictement focalisé sur la météorologie et le climat. Il est doté actuellement de 1800 euros et il voit en moyenne chaque année la candidature d'une vingtaine de jeunes docteurs. Le jury du prix Prud'homme a attribué le prix 2024 à Romain Hugonet, actuellement glaciologue à l'Université de Washington et spécialiste de l'analyse des données géospatiales, pour sa thèse intitulée Changement de masse des glaciers à l'échelle mondiale par analyse spatio-temporelle de modèles numériques de terrain. La thèse a été soutenue le 19 mai 2022 à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. En collaboration, donc faite au Légos, en collaboration aussi avec l'IGE à Grenoble et l'IRSTEA aussi à Grenoble, ainsi que d'autres organismes nationaux et internationaux. Elle porte sur l'évolution de la quasi-totalité des glaciers du monde. Je vais citer maintenant les éléments d'appréciation du jury du prix Prud'homme, que je remercie chaleureusement, notamment sa présidente Laurence Aymard. Les travaux de la thèse de Romain portent sur l'analyse approfondie des sources d'erreurs stéréophotogrammétriques, en particulier à partir de données satellitaires, pour l'obtention de modèles numériques de terrain. Romain Hugonet a développé une méthode pour prendre en compte rigoureusement les sources d'erreurs, conduisant à une bien meilleure évaluation des changements. Cette méthode a été appliquée au changement d'altitude de surface de chaque glacier à l'échelle mondiale.
Les variations de masse qu'on peut en déduire sont de première importance dans l'évaluation de la réponse des glaciers au changement climatique. La compréhension des tendances du bilan de masse des glaciers régionaux sur une échelle de temps multidécennale, avec une fidélité spatiale sans précédent, est une avancée absolument remarquable. Elle permet également d'évaluer, par les observations satellitaires, la contribution de l'ensemble des glaciers du monde à la montée du niveau des mers. Romain Hugonet est le premier auteur d'un article publié dans Nature sur l'accélération au XXIe siècle de la perte de masse des glaciers. Les résultats constituent une avancée très significative dans le domaine. Ces travaux ont d'ailleurs été utilisés comme référence dans le dernier rapport du groupe de travail 1 du GIEC. Cette thèse représente par ailleurs une avancée méthodologique importante en analyse spatio-temporelle, une énorme quantité de travail avec le traitement de larges quantités de données et le développement de code, y compris pour du calcul intensif. Les méthodes développées sont suffisamment génériques pour être appliquées à d'autres variables, telles que les vitesses d'écoulement des glaciers. Romain Hugonet a fait un effort particulier pour que la communauté scientifique puisse utiliser les méthodes qu'il a développées. Ainsi, il a développé des packages open source Python utilisables en cartographie, géostatistique et traitement de données satellitaires. Cette mise à disposition s'accompagne même d'efforts pédagogiques. Il y a par exemple un tutoriel pour reproduire les résultats de l'article publié dans Nature, ainsi que des outils cartographiques interactifs pour utiliser et visualiser les données. Donc je remercie à nouveau le jury du prix Prud'homme, ainsi que tous les candidats à ce prix. J'ai le grand honneur de féliciter Romain et de lui remettre le diplôme qui va s'afficher à l'écran. Donc Romain, je te laisse tout d'abord présenter ton parcours, puis présenter les principaux résultats de ta thèse. Et je te félicite une nouvelle fois. Merci. Merci Eric et mes remerciements à tout le jury pour leur temps passé à évaluer tous ces travaux de thèse, incluant le mien. Euh, donc, j'ai effectué ma thèse au Lagos de 2018 à 2022 en codirection internationale aussi avec l'ETH de Zurich en Suisse. Euh, C'était une grande aventure et je pense qu'il faut aussi que je remercie évidemment mes deux superviseurs de thèse, donc Étienne Berthier au Lagos en France et Daniel Farinotti à l'ETH en Suisse, ainsi qu'également tous mes co-auteurs. Donc tout travail de recherche ne se fait pas seul et durant ma thèse, j'ai collaboré avec des collègues en Colombie-Britannique, au Canada, ainsi qu'en en Norvège à Oslo. Et c'est vraiment en regroupant nos efforts que nous avons réussi à, à finaliser ces études de cette façon. Euh, donc, depuis la fin de ma thèse au Lagos, j'ai maintenant commencé un poste de postdoc à l'Université de Washington à Seattle, qui va maintenant se continuer en postdoc à l'Université d'Alaska Fairbanks euh, dans les prochaines années, toujours sur l'analyse de données d'altitude de surface, mais pas appliquée seulement aux glaciers, mais aussi à la neige, ainsi que d'autres variables. Euh, je vais maintenant présenter mes travaux de thèse. Euh, donc, ma thèse s'intitule Changement de masse des glaciers à l'échelle mondiale par analyse spatio-temporelle des modèles numériques de terrain. Comme je l'ai mentionné, ce que je vais vous présenter aujourd'hui inclut des travaux collaboratifs avec différentes universités en France, en Suisse et ailleurs. Je voulais aussi remercier la présidente du jury Prud'homme, Laurence Aymar, euh, et, euh, et ainsi je peux commencer ma présentation. Donc tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction. Que sont les glaciers et pourquoi les étudier et quelles sont les limites observationnelles associées. Puis ensuite, qu'est-ce qu'un modèle numérique de terrain et comment les analyser et quelles sont les limites méthodologiques associées. Et en fonction de ces limites que je vais expliquer, nous pourrons définir les objectifs de la thèse pour comprendre ensuite ce qui a été fait. Euh, dû à la longueur d'une présentation classique sur tout un contenu de thèse, j'ai décidé de raccourcir la partie sur l'analyse d'incertitude de MNT, qui est très mathématique et moins visuelle peut-être, et me concentrer surtout sur le deuxième chapitre de ma thèse qui porte surtout sur l'estimation du changement d'altitude des glaciers à grande échelle.
Donc tout d'abord, pourquoi étudier les glaciers? Que sont les glaciers? Ce sont les masses de glace terrestre qui s'écoulent sous leur propre poids. Souvent, quand on dit glacier, on a tendance à exclure les calottes du Groenland et de l'Antarctique, qui sont deux grandes masses de glace qui sont souvent étudiées indépendamment. Donc c'est le cas ici. Vous pouvez voir en rouge ici la distribution de tous les glaciers de la planète. Les glaciers que j'ai entourés ici, à la périphérie de l'Antarctique et du Groenland, sont aussi assez spécifiques, qui ne sont pas toujours étudiés dans les glaciers de montagne. Parfois, ils sont étudiés avec les calottes glaciaires. Dans le cas de cette étude, nous les considérons, puisqu'ils sont détachés des calottes du Groenland et de l'Antarctique. Pour donner des ordres de grandeur, l'aire des glaciers sur toute la planète, c'est 70 000 km², donc c'est à peu près l'aire de la France. Le volume de ces glaciers, c'est à peu près 300 mètres de glace qui recouvriraient toute la France. Et les impacts de ces glaciers, donc les glaciers sont estimés comme le deuxième plus grand contributeur à la hausse du niveau de la mer. Vous pouvez voir ici qu'après l'expansion thermique, qui explique à peu près la moitié de la hausse du niveau de la mer sur les dernières décennies, les glaciers sont à 20%, alors que les calottes sont à peu près 20% aussi quand on réunit les deux. Euh, les glaciers contribuent aux ressources en eau. On parle parfois de châteaux d'eau naturels du monde. Ici, par exemple, en haute montagne d'Asie, durant les périodes de sécheresse, la fonte des glaciers saisonnales protège certaines populations du manque d'eau en amenant de l'eau fraîche durant ces périodes-là. Et les glaciers sont aussi importants pour différents dangers naturels, donc des avalanches de roches, de glace, de roches et de glace, mais aussi par exemple des vidanges de lacs glaciaires qui peuvent se produire et qui peuvent détruire l'infrastructure et mettre en danger des populations qui vivent près des glaciers dans les zones alpines. Donc ces glaciers, au vu de ces impacts, nécessitent une certaine surveillance, et donc en particulier le changement de masse ou de volume glaciaire pour savoir comment le glacier évolue est une variable critique qui n'est pas encore connue globalement et à haute résolution au début de ces travaux de thèse. Non, les limites observationnelles pour les glaciers, et en particulier les mesures de changement de masse, je vais les placer sur un graphe euh, où l'étendue spatiale est montrée dans l'axe horizontal, l'axe vertical montrera la précision, et ensuite ils seront annotés selon leur densité spatiale et temporelle. Donc tout d'abord, nous avons les mesures in situ. Donc il y a environ que 100 glaciers sur 200 000 où on peut déployer, avec les ressources qu'on a, déployer des personnes pour aller prendre des mesures sur le glacier pour connaître le changement de masse. Donc ces mesures-là sont juste à l'échelle de certains glaciers. Elles ont une précision assez haute, mais elles sont éparses dans l'espace, mais elles peuvent être assez denses dans le temps. On peut en avoir chaque saison, ce que ici on considère assez dense. Et donc on place ces mesures ici sur ce graphe. Ensuite, l'altimétrie. Vous pouvez voir ici sur la gauche un graphe avec les traces de ICESat autour du mont Everest. L'altimétrie est un échantillonnage assez éparse, mais certains instruments ont été déployés à l'échelle mondiale. Et donc, même si les mesures sont éparses dans l'espace et dans le temps, on a quand même une très grande étendue et une haute précision. Ensuite, nous avons la gravimétrie que l'on peut utiliser pour observer les glaciers à grande échelle. Mais comme vous pouvez voir ici sur ces graphes, au Groenland et en Islande, c'est un signal qui est très grossier, qui est entremêlé à d'autres signaux de changement de masse qui peuvent être dus à de l'hydrologie ou la réponse isostatique. Euh, et donc, c'est très difficile de mesurer les glaciers précisément avec la gravimétrie. Donc, il y a une précision assez basse, même si nous avons des mesures à l'échelle mondiale là aussi. Et enfin, la quatrième méthode, et celle que on va développer plus dans cette thèse, est le changement d'altitude à partir de modèles numériques de terrain. Comme vous pouvez voir à gauche sur cette carte, où vous avez le changement, l'amincissement donc en rouge et l'épaississement en bleu. C'est le changement en mètres par an d'épaisseur du glacier, ici à Uppsala en Argentine. Donc le problème des modèles numériques de terrain est que au début de cette thèse, nous avons environ 10% de couverture à l'échelle mondiale, 10% des glaciers du globe qui ont de telles mesures. Mais ce sont des mesures de précision modérée qui sont parfois assez éparses dans le temps, mais denses dans l'espace, comme on peut le voir. Et donc, c'est sur cette base-là que l'on décide d'essayer d'étendre les changements d'altitude de MNT
car il y a des archives qui sont sous-exploitées. Donc, pour résumer les estimations de changement de masse global qui existent en 2019, à gauche sur ce graphe, donc vous avez le changement de masse en mètres d'eau par an pour tous les glaciers du monde sans la périphérie des calottes que je mentionnais avant, et à droite, tout le monde entier. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de larges incertitudes euh, et différences. Euh, on peut placer la gravimétrie en violet sur ce graphe et en bleu, ces deux études. L'étude en rouge est à base de mesures in situ altimétriques et gravimétriques entremêlées, tandis que l'étude orange est à base de MNT et de mesures in situ. Donc, notre objectif est d'apporter une meilleure estimation à ce graphe qui est souvent basé sur des extrapolations pour les jeux de données incomplets et qui, pour les jeux de données plus grossiers ou moins précis, du coup, souffrent d'erreurs assez larges. Et le consensus du rapport du GIEC récent est une perte de masse de environ 300 gigatonnes par an, mais avec une très grande barre d'erreur qui fait presque la taille du signal à 95% de confiance sur une période de 10 ans dans les dernières décennies. Donc on a une estimation globale encore peu contrainte. Maintenant, qu'est-ce qu'un modèle numérique de terrain? Donc un modèle numérique de terrain, c'est une carte numérique de l'altitude de surface de la Terre, essentiellement, qui peut être générée à travers différents instruments, souvent déployés de manière aérienne ou spatiale. Donc, peuvent être des instruments stéréophotogrammétriques. Donc, on prend des images optiques avec deux angles différents pour pouvoir reconstruire en 3 dimensions euh, la topographie, ou des images radar, où des différences de phase nous permettent de reconstruire la topographie également. Et plus récemment, du LIDAR, donc du scanning laser actif, qui est de haute précision, mais qui est difficile à déployer à longue distance. Donc, on a surtout des instruments aéroportés et peu d'instruments spatiaux. Les modèles numériques de terrain sont utilisés dans beaucoup de domaines, donc géomorphologie, volcanologie, sismologie, foresterie, glaciologie et bien d'autres. Ce sont des données très communes en sciences de la Terre. Et pour étudier les glaciers, plus spécifiquement, ce que l'on utilise, c'est la différenciation de modèles numériques de terrain. Donc, on veut estimer un changement de volume. Ici, par exemple, vous avez une image reprojetée sur un modèle numérique de terrain. Donc, vous voyez la 3 dimensions. Il s'agit du glacier Columbia en Alaska en 1980. Et un autre modèle de terrain en 2007, où on peut voir en fait qu'il y a eu un amincissement d'environ 300 mètres et on peut aussi voir le recul de 15 km de la langue du glacier. Je peux revenir en avant et en arrière sur ces images. Et donc, nous, c'est exactement ce qu'on fait. On calcule la différence entre ces deux topographies et on obtient une carte d'amincissement ou d'épaississement. Donc, souvent, on a tendance en rouge à montrer l'amincissement, en bleu l'épaississement et en jaune ou blanc quand il n'y a aucun changement. Et donc, ici, on peut calculer le changement d'altitude et donc le changement de volume du glacier sur une période donnée. Et ensuite, en utilisant une certaine conversion de densité, changer ça en changement de masse. Mais il y a des limites méthodologiques à ce type d'analyse. Donc, les modèles numériques de terrain ont différents types d'erreurs. Donc, si vous voyez ici une représentation du terrain, donc c'est sur la langue de la mer de glace, on peut voir que si les modèles de terrain sont très légèrement décalés, on a des erreurs systématiques et en les différenciant, on va avoir des grosses différences d'altitude qui ne sont pas du tout liées à un changement glaciaire ou autre. Donc, ceux-ci sont corrigés par de la corregistration en 3 dimensions, qui est maintenant assez commune et qui est faite dans la plupart des études. Et on voit que les erreurs apparaissent surtout sur les terrains pentus. Mais il existe aussi d'autres erreurs aléatoires avec des amplitudes qui varient, qui sont dues à la précision instrumentale et qui sont souvent peu considérées. Des fois, on considère des catégories de terrain, plats ou pentus. Mais vous pouvez voir ici, par exemple, que sur les fortes pentes, on a des erreurs qui euh, deviennent de plus en plus grandes et qui souvent ne sont pas prises en compte dans les études associées. Et les erreurs les plus délicates, ce sont les erreurs corrélées dans l'espace, dues à la résolution, des bruits d'instruments ou des artefacts, ici comme du scanning sur des images scannées à partir de films. Euh, donc, on voit des corrélations aussi, donc juste sur la résolution sur les images d'origine ici, mais ici, ce sont
ce qu'on appelle du jitter, des ondulations. Et ces corrélations sont rarement prises en compte dans les estimations. Et les différentes approches qui prennent cela en compte dans la communauté diffèrent par plusieurs ordres de grandeur. Donc, il faut vraiment réconcilier pour ces approches pour mieux comprendre et modéliser ces erreurs, pour avoir confiance en nos estimations. Donc, l'objectif de cette thèse, si on reprend le graphe qu'on a défini au début sur les différentes méthodes, c'est de grouper nos problématiques en 2 points de focus. Le premier, c'est comment caractériser les incertitudes des MNT, donc où les placer sur ce graphe dans l'axe de la précision, pour pouvoir ensuite les propager, ces incertitudes, à des variables telles que le changement de volume des glaciers. Et la deuxième, c'est de comment fournir une estimation plus temporellement résolue, parce que les MMT sont assez temporellement éparses, et à une échelle mondiale. Donc arriver à traiter un jeu de données plus grand pour avoir une estimation à grande échelle. Et donc cela se traduit par bouger les MMT ici sur ce graphe. Donc nous adressons cela dans 2 chapitres correspondants. Un chapitre 1 qui porte sur l'analyse d'incertitude de modèles numériques de terrain, basé sur un premier papier, et un chapitre 2 sur l'estimation spatio-temporelle de l'altitude des glaciers. Donc, dans cette présentation, je vais ignorer ce chapitre 1, vous résumer très rapidement les résultats et vous décrire en plus en détail le chapitre 2, qui est beaucoup plus visuel et je pense beaucoup plus intéressant. Euh, donc, le chapitre 1 qui porte sur l'analyse d'incertitude de modèles numériques de terrain, euh, un court résumé et que nous avons développé des méthodes de statistique spatiale pour pouvoir estimer, puis modéliser et ensuite propager spatialement des erreurs aléatoires variables avec des corrélations à échelle multiple. Donc pour vous donner une idée, les corrélations, c'est comme les bruits qu'on a vus avant. Ici, on va prendre l'exemple d'une différence de MNT Pléiade-Pléiade, donc où on voit le bruit sur le terrain stable, donc le terrain qui n'a pas bougé, à différentes échelles. Donc ici, on est de 0 à 4 km, alors qu'ici, on est de 0 à 1 km seulement. Et on voit ces ondulations qui ont différentes échelles. Si donc ici, il y a une table qui liste les étapes statistiques que nous avons considérées dans ce chapitre et leur impact sur l'incertitude des volumes de glaciers si jamais l'étape a été omise par rapport à une incertitude réalistique qui est celle que nous dérivons avec nos méthodes finales, que nous validons. Donc, si jamais nous omettons la variabilité avec la pente ou la courbure des erreurs, nous avons tendance à surestimer les erreurs sur les glaciers, puisqu'en fait, nous prenons le terrain autour des glaciers comme un proxy, et ce terrain est souvent plus pentu. Les glaciers ont tendance à être dans des faibles pentes. Par contre, si nous omettons la variabilité avec la corrélation stéréo des images, nous avons tendance à sous-estimer les erreurs d'un facteur 1 à 6, puisque les glaciers sont blancs et donc il y a peu de texture. C'est difficile de générer un modèle numérique de terrain en stéréo quand une image est blanche des 2 côtés et on a du mal à résoudre la texture, d'où cette sous-estimation. Mais le plus gros problème concerne les corrélations spatiales. Quand celles-ci sont omises, on a une sous-estimation d'un facteur 20, d'un facteur 200 si nous les omettons complètement, 20 si on ne considère que des corrélations courtes et on omet les corrélations plus longues. Et donc, au total, on a tendance à sous-estimer vraiment d'un très grand facteur, d'un ordre de grandeur, ces erreurs. Donc, il faut mettre à jour ces approches qui étaient utilisées dans la communauté à cause de ces sous-estimations très importantes. Et ici, c'est même le cas pour des images peu bruitées. Donc, Pléiade est un instrument qui est considéré très haute résolution. Et on voit que même pour un tel instrument, il faut vraiment prendre en compte ces erreurs de manière euh, très rigoureuse. Donc, ces méthodes génériques pour modéliser les erreurs spatiales et les propager sont génériques, justement, et donc on peut les utiliser aussi pour d'autres variables et aussi pour propager les erreurs entre échelles, mais à des échelles plus grandes que juste l'échelle d'un modèle numérique de terrain. Donc, par exemple, d'un pixel à un glacier, à un massif, à une région et à l'échelle du monde. Et donc, ça va nous être utile par la suite, dans des choses que je ne vais pas montrer puisque c'est aussi beaucoup de mathématiques, pour modéliser ces erreurs de manière confiante et proposer des estimations robustes. Donc, maintenant, on passe au chapitre 2, l'estimation spatio-temporelle de l'altitude des glaciers. On va parler des archives satellitaires sous-exploitées, puis ensuite détailler la prédiction et l'estimation mondiale, et ensuite regarder les schémas de changement qu'on identifie sur ces estimations et interpréter climatiquement ce qu'on voit. Donc, tout d'abord,
quelles données avons-nous utilisées dans cette étude? Donc, nous avons essayé d'utiliser presque toutes les archives de modèles numériques de terrain qui étaient ouvertes et disponibles à grande échelle autour des glaciers de la Terre sur la période de 2000 à 2019. Donc, en données d'estimation, ici, nous avons utilisé principalement les images de l'instrument Aster, qui sont des images stéréo, acquises depuis l'an 2000, et qui tournent encore de nos jours, qui va être décommissionné dans quelques années. C'est environ 30 téras de données juste pour les données qui intersectent tous les glaciers dans le monde, que vous pouvez voir ici. Nous avons aussi utilisé les images des satellites WorldView, qui sont distribuées via les efforts de l'Arctique, d'IM et RIMA, donc pour les régions polaires, donc l'Arctique et l'Antarctique respectivement. Et ce sont les données que nous avons utilisées en estimation. Ces données-là sont déjà générées en MNT. Et ensuite, en référence, donc pour faire des corrections, des alignements, nous avons utilisé les données tandem globales de l'Agence spatiale allemande. Ces données sont basées sur du radar, et comme le radar pénètre dans la neige et la glace, c'est difficile d'avoir des estimations de volume qui sont bien contraintes, et donc nous l'utilisons que sur du terrain stable hors glace pour les corrections. Nous avons dû générer les modèles numériques de terrain Aster nous-mêmes à partir des images stéréo, mais les modèles numériques de terrain Aster souffraient de bruit qui ont limité leur application jusque-là. Donc nous avons développé des corrections polynomiales dans traverse par rapport à la traque, sinusoïdale le long de la traque pour réduire les bruits que vous pouvez voir donc, ici sur un DEM original fait à partir des images de base. Donc ces erreurs-là sont dues à des bruits, des mouvements potentiellement de l'instrument sur le satellite. Et après correction, nous diminuons fortement ces erreurs-là. Donc même si nous savons les modéliser par rapport au chapitre précédent, on essaye de les diminuer pour avoir des erreurs les plus petites possibles. Et nous avons même réaligné les images avant la stéréo grâce à ces corrections pour améliorer la qualité des modèles numériques de terrain depuis le début. Donc ça, ce sont les travaux qui ont été faits en grande partie par nos collègues à Oslo, en Norvège, et qui nous ont permis de déployer ça à plus grande échelle. Et c'est en particulier le travail de thèse de Luc Giraud qui a été fait sur ce sujet. Et donc, calculer donc générer des centaines de milliers de modèles numériques de terrain, donc pour toutes les images que vous avez vues sur la slide précédente, c'était environ 5 millions d'heures de calcul CPU, paralysé en un an sur 600 cœurs. Ça a été paralysé, ça a été un an de calcul sur 600 cœurs, donc fait à l'université de Colombie-Britannique du Nord, à Prince George, avec nos collaborateurs canadiens. Pour la prédiction temporelle, nous avons essayé d'améliorer les méthodes de prédiction temporelle qui, souvent, pour les modèles numériques de terrain, étaient juste une différence entre deux pas. Ici, on se retrouve avec des centaines et des centaines de modèles numériques de terrain et donc beaucoup de mesures dans le temps. Donc ici, on a l'altitude par rapport au temps. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons modélisé la covariance de ce signal pour ensuite faire une prédiction qui a moins d'erreurs associées. Donc, pour détailler ça un peu plus, ici, on peut voir qu'il y a une certaine périodicité sur ce signal. Donc, il faut imaginer que l'on n'a pas la courbe bleue en arrière, que l'on n'a que les mesures en noir ici. On voit une covariance de 1 an. Donc, l'altitude des glaciers, effectivement, il y a une saisonnalité de l'enneigement, puis la fonte. Et donc, on a souvent un signal saisonnier qui se répète. Mais on a aussi une covariance locale dans le temps, due à la nature continue du changement. Donc, à part quand il y a beaucoup de neige qui tombe d'un coup, globalement, l'altitude d'un glacier a tendance à changer de manière continue et pas de manière abrupte, sauf aussi euh, euh, casque- euh, quand nous avons des glophes ou des effets de surge. Et ensuite, on voit une sorte de tendance linéaire long terme qui est seulement locale, qui varie bien sûr sur des périodes plus longues que quelques années. Et donc, nous modélisons ces différentes covariances dans une fonction de covariance cumulée. Et cette fonction va nous permettre de faire une régression par processus gaussien. Donc, pour ceux qui connaissent le krigeage, c'est exactement la même chose, mais généralisé à d'autres dimensions que juste l'espace où le krigeage était le plus souvent utilisé. Et donc, le bénéfice, c'est que cela va réduire, mitiger les erreurs liées à la saisonnalité et propager les erreurs de manière assez rigoureuse dans le temps. Pour donner un exemple du résultat, donc, nous utilisons cette méthode en synergie avec certains filtres.
Ici, nous allons regarder le glacier Uppsala en Argentine. Nous prenons un pixel de 100 mètres par 100 mètres sur la langue de ce glacier. Et voici nos données brutes. Donc, le problème, c'est que la stéréo a tendance à corréler, par exemple, sur des nuages. Donc, on va avoir des points d'observation qui sont erronés parfois. Donc, on va commencer par filtrer les grandes valeurs aberrantes avec des filtres plus ou moins arbitraires. Euh, et ensuite, faire des régressions itératives par processus gaussien pour enlever les valeurs aberrantes moins évidentes. Et finalement, arriver au fit final pour avoir une série temporelle continue qui capture la non-linéarité euh, du signal et arrive à aussi mitiger les effets de saisonnalité, puisque la saisonnalité est assez grande sur les glaciers. Donc, si, mettons, nous avons 5 mètres de neige en hiver et nous comparons un modèle numérique de terrain acquis en hiver à un acquis en été, on va avoir un signal de fonte, alors qu'en fait, c'est juste dû à la saisonnalité. Donc ici, ça ne se voit pas, puisque la langue du glacier Uppsala fond très vite. Il faut imaginer que sur un glacier où la fonte est plus lente, et en moyenne, on a une fonte de 1 demi-mètre par an seulement, avoir ces effets de saisonnalité peuvent rapidement introduire des erreurs assez grandes. Donc là, on arrive à s'en détacher. Et nous faisons du coup ce processus de régression indépendamment pour un demi-milliard de pixels de 100 mètres par 100 mètres couvrant tous les glaciers du globe. Donc par exemple en Islande, nous obtenons une carte comme celle-ci sur les 20 ans de changement d'altitude sur toutes les calottes d'Islande. Le signal cumulatif à gauche, les taux annuels de changement à droite. Donc, vu que la tendance est à la fonte, à l'amincissement partout, on peut voir que sur 20 ans, le cumulatif ne fait que amincir de plus en plus le glacier. Les taux annuels sont plus intéressants à regarder. Sur la période les 10 premières années en Islande, il y avait une période de très forte fonte qui ensuite s'est réduite, presque divisée par deux, où on voit un peu de gain, même d'accumulation en bleu ici au centre de la calotte, entre les années 2010 et 2020. On peut voir aussi le glacier qui recule, où on voit qu'il ne tient plus à son contour et qu'on voit le front qui recule petit à petit à un signal à zéro sur le bord du glacier. Donc ces séries temporelles-là, nous les avons générées pour 97% des surfaces glaciaires au monde. Et après, interpolation hypsométrique par glacier, donc souvent le signal par glacier, comme vous pouvez le voir ici, est très corrélé selon l'altitude du glacier. Donc toutes les altitudes ont un signal assez similaire. Et en utilisant ça pour interpoler les endroits où il y a des données manquantes, nous avons 99,9% des surfaces. En moyenne, il y a 39 observations par pixel sur la période de 20 ans. Et donc, nous avons une résolution temporelle finale de 3 à 7 ans, si on définit ça à partir des incertitudes, qui varient selon la couverture des MNT d'origine. Cela nous permet de dériver une estimation globale de changement de glacier. Bon, ce graphe est assez compliqué, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais rapidement, la taille des disques représente la quantité de masse perdue dans chaque région, avec en dessous une frise principale de couleur qui montre le taux d'amincissement moyen ramené à la surface en mètres par an. Donc, dans la période de 2000 à 2019, les glaciers ont perdu 260 gigatonnes par an, plus ou moins 16, soit donc un demi-mètre par an ramené à la surface, et c'est équivalent à peu près à 4% de leur volume initial. On peut voir ici que l'incertitude par rapport à celle du dernier rapport du GIEC que j'avais mentionné au début est réduite à peu près d'un facteur 10. Donc on a vraiment gagné très grandement en précision sur l'estimation. On peut voir aussi que donc ces disques partagent entre les glaciers qui terminent sur la Terre et dans la mer. Et de manière très intéressante, les glaciers à terminaison marine ont contribué moins à la perte de masse, donc 26%, par rapport à la surface qu'ils représentent, de 40%. Et on attribue ça à leur réponse qui est assez délayée, donc il y a un temps de réponse plus long de manière de manière générale pour les glaciers qui terminent dans la mer. Si maintenant on s'intéresse au graphe qu'on a montré au début sur les estimations globales qui existaient jusqu'à présent et qu'on rajoute la nôtre par-dessus pour des périodes de 5 ans et des périodes de 1 an mais qui sont associées à des erreurs plus larges, on peut voir qu'on identifie une accélération. Donc sur la période de 2000 à 2019, la perte de masse des glaciers a accéléré d'environ 50 gigatonnes par décennie.
Et donc, cette accélération était déjà légèrement identifiée dans une autre étude avec de grandes erreurs, et que pour les glaciers périphériques, car les études, donc ici en bleu et en violet, sont basées sur la gravimétrie et ne peuvent pas résoudre les glaciers à l'échelle globale. Et nous avons une accélération similaire que nous estimons ici. Et donc les taux d'amincissement, si on prend ce signal encore sans les périphéries des calottes, a doublé environ de un tiers de mètre par an à 2 tiers de mètre par an de 2000 à 2019. Et la contribution à la hausse du niveau de la mer est environ 21% de la hausse observée de la mer, donc qui est observée indépendamment par altimétrie sur la mer. La plupart des erreurs maintenant ne viennent pas des erreurs sur nos estimations sur les glaciers, mais sur les erreurs sur l'observation de la hausse du niveau de la mer elle-même. Nous estimons qu'environ 6 à 20% de l'accélération de la hausse du niveau de la mer s'explique par l'accélération de la perte de masse des glaciers. Si nous essayons maintenant de regarder les schémas de changement spatio-temporel, cette carte représente encore une fois l'amincissement moyen ramené à la surface des glaciers dans toutes les régions du monde. Et la taille des disques représente l'aire englacé de la région. Nous pouvons voir de forts gradients de changement avec en particulier dans l'Arctique des taux d'amincissement beaucoup moins forts sur toutes les zones de haute latitude et des taux d'amincissement beaucoup plus forts en basse latitude de l'Arctique. Les taux les moins négatifs peuvent être trouvés en Antarctique, en haute montagne d'Asie, euh, comme avait été vérifié par des études indépendantes. Et les taux les plus négatifs sont en Europe, en Alaska et en Islande, où nous avons environ 1 mètre par an d'amincissement moyen sur la surface des glaciers. Si nous regardons maintenant cette même carte, mais sur des périodes de 5 ans, pour voir les changements dans le temps également, nous voyons une anomalie de l'Atlantique Nord. Donc ici, il y a un gain dans l'est du Groenland sur les dernières 5 années, mais aussi une réduction du signal de fonte en Scandinavie et en Islande. C'est une anomalie de décélération dans toute cette région sur les 10 dernières années par rapport aux 10 précédentes. Nous identifions la fin de l'anomalie du Karakorum. Donc le Karakorum a gagné de la masse depuis le début du 21e siècle. Et nous identifions maintenant que les 5 dernières années, tous les glaciers sont maintenant soit stables, soit ont un signal d'amincissement clair. Donc c'était un des derniers endroits du monde où les glaciers ne s'amincissaient pas encore. Et une forte accélération en Amérique du Nord en particulier. Si nous essayons maintenant d'interpréter ces signaux temporels que nous voyons en les comparant à des données climatiques, donc ici vous avez la différence de taux d'amincissement entre les 2 premières décennies et ensuite la différence en précipitation entre les 2 décennies. La différence donc est calculée à partir des données ERA5 de réanalyse. Si on regarde par exemple le Groenland, la périphérie, on voit une diminution des précipitations entre la première et deuxième décennie et une augmentation des précipitations ici. Et si on compare par rapport à l'amincissement des glaciers dans la zone, on voit une augmentation de l'amincissement où il y a moins de précipitations et une diminution de l'amincissement où il y a plus de précipitations. Donc c'est logique, mais cela permet d'expliquer que les signaux que nous voyons avec ces nouvelles données font sens. Et ce n'est pas le cas qu'au Groenland. Nous voyons aussi des mêmes schémas en Amérique du Nord, où il y a une forte période de sécheresse ici dans la deuxième décennie qui explique la grosse accélération. Et de même, dans les Andes, par exemple, il y a un dip avec une sécheresse et un gain de précipitation sur les différentes zones de la Patagonie qui se retrouvent dans les données avec une accélération ou décélération de l'amincissement. Donc, cela nous a permis de découvrir, puisqu'on savait qu'il y avait des fortes variations multiannuelles de changement de taux d'amincissement des glaciers, mais à l'échelle décennale, il y a aussi des anomalies importantes qui permettent d'expliquer des gros changements. Et donc, par exemple, mesurer des changements glaciaires dans une seule région, même sur une période de 10 ans, n'est pas toujours représentatif du climat au plus large, puisqu'il y a vraiment des anomalies décennales assez importantes.
Et si on regarde maintenant les changements de température entre les deux décennies, on peut voir qu'on a une augmentation généralisée des températures à peu près partout sur la planète, donc de manière non surprenante. Si on calcule la sensibilité du, du taux de changement de masse par rapport à la température, on obtient à peu près que tous les degrés, il y a un quart de mètre de plus d'amincissement, ce qui est validé par des sensibilités qui avaient été calculées à partir de modèles. Et celle-ci est la première calculée à partir d'observations. En utilisant une simple projection ici, qui est évidemment pas forcément réaliste, les glaciers ont aussi un temps de réponse et d'autres processus plus complexes, mais cette sensibilité montre que le taux de changement pourrait doubler avec 1,5 degré de réchauffement en plus par rapport à celui de nos jours. Et maintenant, pour les conclusions et perspectives, donc tout d'abord, un résumé des avancées rapides. Dans cette thèse, nous avons proposé un cadre de statistique spatiale pour représenter les erreurs de MNT et qui est vérifié avec des données spécifiques que je ne vous ai pas présentées aujourd'hui, et développer des méthodes robustes pour estimer la variabilité, la corrélation spatiale multi-échelle et propager les erreurs efficacement dans les MNT. Ces travaux ont été utilisés aussi pour d'autres variables, telles que les vitesses de surface ou les épaisseurs de glace. Donc ça, c'était à la fin de ma thèse. Depuis, ça a aussi été appliqué à encore d'autres sujets. Nous réfléchissons à avoir des outils dédiés. De gros efforts de validation statistique qui ne sont pas présentés ici. Beaucoup de jeux de données indépendants ont été utilisés pour valider non seulement les estimations centrales, mais aussi les erreurs, qu'elles étaient robustes et qu'elles étaient réalistes, avec des efforts de validation croisée, par exemple. Et donc, nous avons quantifié la sous-estimation des erreurs basées sur les MNT dans les études de changement de volume pour les glaciers. Et dans le deuxième chapitre, nous avons généré et analysé une large quantité de données d'altitude terrestre, en particulier en utilisant l'imagerie stéréo, développer une méthode de prédiction temporelle adaptée pour propager les erreurs et mitiger des effets saisonnaux, par exemple, de biais. Et ensuite, estimer le changement de masse et analyser le changement de masse mondial des glaciers sur les 2 dernières décennies. Ces travaux ont été réutilisés dans plusieurs collaborations aussi, donc par exemple pour isoler les stocks d'eau terrestre en enlevant le signal des glaciers à la gravimétrie, pour mieux modéliser les changements futurs et mieux contraindre les projections à l'avenir 2100, et aussi étudier l'impact, par exemple, que l'amincissement a sur certains désastres tels que les vidanges de lacs glaciaires. Donc la thèse en quelques chiffres. Cette thèse a représenté 4 équipes internationales en collaboration sur le travail principal de l'estimation globale des glaciers. Donc la Norvège, la Suisse, la France et le Canada. 100 000 lignes de code ont été écrites, dont la moitié ont été documentées au mieux que l'on pouvait, donc pour fournir des outils qui sont réutilisables par la communauté avec des tests et des exemples. 2500 emails ont été envoyés aux superviseurs, puisqu'évidemment, on ne travaille jamais tout seul. Donc voilà, c'est un travail collaboratif en recherche, comme toujours, ça a été marrant de compter les emails à la fin de cette thèse. 3 articles ont été publiés en premier ou en deuxième auteur. Euh, un jour, donc notre article a été accepté un jour avant la deadline pour rentrer dans le 6e rapport du GIEC. Donc c'était assez tendu. C'était un objectif que nous s'étions donné au début de la thèse et nous avons été contents de pouvoir y arriver. 3 supervisions d'étudiants de master ont été faites pendant la thèse euh, qui ont euh, qui ont pu réutiliser certaines avancées que nous avons faites et continuer à construire dessus. Des travaux très intéressants. Et 350 médias ont couvert nos travaux. Donc, par exemple, ici, The Guardian. Ça a été beaucoup de travail d'organisation pour communiquer les matériels et s'organiser avec les médias, des mois de travail. Et donc, pour les perspectives futures, que faire maintenant ou qu'ai-je fait depuis? Donc, ces travaux ont mené à d'autres efforts que j'ai fait donc, les dernières années à l'Université de Washington et maintenant à l'Université d'Alaska. Donc, nous avons créé un groupe international de collaborateurs où nous avons essayé de développer des outils ouverts, robustes, donc avec vraiment beaucoup de tests pour pouvoir faire de l'analyse de MNT et d'autres données spatiales, géospatiales, de manière consistante et aussi plus abordable, puisqu'il y a vraiment euh,
une difficulté, nous avions reconnu de prendre en main ces outils. Donc ici, vous avez un exemple, par exemple, de la documentation de XDEM, qui est un package où je suis dans le lead de développement pour essayer d'analyser les modèles numériques de terrain euh, de manière robuste. Ces, euh, ces estimations d'altitude de glacier ont aussi permis de comparer avec des données radar au même moment dans le temps pour essayer d'estimer la pénétration à grande échelle dans la neige et dans la glace. Donc ça, c'est un travail de Maxence Menton qu'il a fait pendant sa thèse de master, donc un des trois étudiants que j'ai mentionné précédemment. Avec un collègue, Amaury Dehec, nous avons aussi essayé de réutiliser certains de ces outils pour les appliquer aux satellites espions et les images stéréo. C'est des images stéréo qui ont été déclassifiées et qui remontent jusqu'aux années 70 et nous permettent d'avoir des estimations de changement de masse à l'échelle globale qui remontent à du coup 3 décennies plus tôt et donc étendre la période observationnelle de seulement 20 ans à presque 50 ans, ce qui serait d'une valeur inestimable pour mieux contraindre les modèles et les projections futures. Avec mon collègue Mathias Huss, nous avons aussi essayé de contraindre mieux les conversions de densité, qui est l'incertitude numéro 1 maintenant dans les prédictions de changement de masse sur des longues périodes, grâce à toutes ces données que nous avons de changement d'altitude. Et en fait, on peut, on peut calibrer les modèles avec les estimations que je vous ai montrées précédemment pour ensuite, en couplant avec un modèle d'identification de neige, pouvoir mieux contraindre les conversions de densité en premier lieu. Donc, c'est un travail qui est en train de se finir et qui va nous permettre de réduire les incertitudes sur ces estimations. Et finalement, pour mon travail en cours et futur, et d'estimer les stocks de neige saisonniers à grande échelle, en essayant encore une fois d'utiliser ces images stéréo, mais d'augmenter la précision pour avoir des signaux encore plus fins. Et donc, combien de neige a-t-on dans le monde exactement à chaque saison? Et quels changements dans le stock de neige avons-nous eu ces dernières années? Peut-être une réponse à suivre euh, là-dessus. Et donc là-dessus, je remercie tout le monde pour votre écoute et je vous mets euh, le visage de tous mes co-auteurs avec qui j'ai travaillé pendant cette aventure scientifique de 3 ans et demi et avec qui j'ai eu la chance d'avoir des très bons moments et collaborations. Euh, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci encore Eric et au jury Prud'homme pour leur temps. Voilà, ben, merci Romain, c'est une présentation très très claire et c'est absolument passionnant, tant pour la qualité des résultats, les interprétations aussi, enfin des rôles respectifs de la température et des précipitations sur l'accélération ou la décélération dans certaines régions, et puis les perspectives finales, l'application à la neige par exemple, il y a quelque chose qui m'intéresse très particulièrement et me rappelle donc le temps où je travaillais sur des sujets connexes, hein. On comprend tout à fait pourquoi le jury Prud'homme t'a fait lauréat 2024. Merci, merci infiniment. J'en profite aussi donc pour remercier à nouveau les organisateurs des AMA, Météo France pour nous accueillir, et puis évidemment le jury du prix Prud'homme, euh, donc qui s'attache avec beaucoup de rigueur à examiner chacune des thèses, enfin, des résultats de thèses qui lui sont soumis chaque année. Pour ceux qui encadrent des doctorants ou qui ont donc encadré les travaux de docteurs récents, bah, je les invite aussi à soumettre leur candidature, hein, chaque année. C'est vraiment un prix qui a de la visibilité et c'est souvent le premier prix qu'un jeune chercheur peut espérer. Voilà. Alors maintenant, j'invite Serge Planton, donc, qui préside la section Occitanie de Météo Climat et qui est présent avec vous, hein, contrairement à moi, à dire quelques mots. Et Serge est très très actif au sein de l'association Météo et Climat sur divers sujets, y compris très récemment. Donc, il a joué un rôle clé dans la tournée sur la climat et la biodiversité. Donc,
Serge, je te laisse la parole et merci à tous et j'espère être parmi vous l'année prochaine. Voilà.